présenter une réflexion qui est, je dirais, un petit peu dans le prolongement de ce que j'ai fait dans le cadre de mon habilitation il y a déjà quelques années, où j'avais essayé, dans une première partie, de définir ce qu'était une politique maritime et essayer justement de montrer que, bon, et ça se voit d'ailleurs à travers l'historiographie, on a une sorte de séparation entre la politique navale, la politique commerciale. Et donc j'avais commencé un petit peu à regarder les écrits, différents écrits qui existaient, et bon, ça m'avait conforté en quelque sorte dans cette approche, disant il y a vraiment deux mondes là qui s'ignorent, alors que c'est pas très logique, puisque finalement la marine assure la protection du commerce, et que il y a des stations navales, hein, comme on a évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup d'éléments quand même dans lesquels on ne peut pas dissocier les gens de mer, qui sont aussi ceux qui sont sur les navires de guerre. Donc c'était qui est lié peut-être aussi à notre histoire, nous, à notre historiographie en France, hein, de bien séparer les deux mondes, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc j'avais regardé quand même dans la littérature de l'économie politique, hein, du XVIIIe siècle, ce qui pouvait être observé et comment on présentait en fait les enjeux maritimes, les questions maritimes dans cette économie, dans cette littérature de l'économie politique qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, je dirais, à partir des physiocrates, hein, en tout cas, prend une certaine ampleur, même si on sait que les écrits mercantilistes ont aussi abordé ces questions. Et en fait, il y a peu de temps, j'ai fait connaissance avec Jacques Pechet, qui est que je vais présenter, qui est un statisticien, qui est un homme qui a passé tous les régimes depuis l'Ancien Régime, je dirais, jusqu'à la Restauration, et qui était assez proche de Chaptal, et qui surtout avait travaillé avec l'abbé Morellet, avant la Révolution, et a manifestement été très influencé par lui et a récupéré une partie de sa documentation. En regardant ce qu'il avait publié, et des ouvrages qui sont peut-être moins connus, enfin, si les contemporanistes en général, enfin, les 19e les connaissent un peu, et surtout ceux qui travaillent sur la Révolution et l'Empire les connaissent, mais le projet de Pechet qui est devenu une réalité d'ailleurs, c'était celui de l'abbé Morellet, qui était de reprendre en fait le dictionnaire du commerce de Savary et de le mettre à jour. Donc Morellet avait fait toute une prospective là-dessus, très intéressante, que moi j'avais utilisée justement dans l'HDR pour visualiser un petit peu les questions maritimes. Et comme vous le voyez, il a publié par la suite ce dictionnaire universel de géographie commerçante, qui paraît à partir de 1798, en plusieurs volumes. Il y en a 5 chez l'éditeur Blanchon, et donc 1798-1800, cette œuvre, hein, est publiée dans son intégralité. Ensuite, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer aujourd'hui, il publie en 1802 ce qu'on appelle la bibliothèque commerciale, qui est alors plutôt comme une revue, en fait, hein, on dirait, d'économie. Il y a 13 volumes, et donc ça s'arrête en 1806. Ce qui est intéressant aussi dans cette publication, c'est la place qu'il accorde aux questions maritimes. Et quand on lit ce qu'il écrit donc en 1802-1806, je précise qu'il y a un contexte particulier, hein, c'est la fenêtre tranquille de la paix d'Amiens qui ne va pas durer, hein, mais qui permet la reprise de l'activité maritime, et notamment de la pêche, enfin beaucoup de domaines. Il a un intérêt marqué pour ces questions, et quand on le lit, on se dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en quelque sorte. On retrouve exactement les mêmes thèmes, les mêmes préconisations, les mêmes pratiques
pour l'activité maritime que depuis les années 1770. C'est pour ça que j'ai appelé ça la suite dans les idées, mais avec quelque chose qui me semble très intéressant, et pour reprendre d'ailleurs un article que Pierre Dockès a signé dans Le Monde il n'y a pas très longtemps sur comment on peut être finalement entiché du libéralisme ou au contraire farouchement pour le protectionnisme, Pierre Dockès disait, au fond, il faut être pragmatique. En économie, le libéralisme, parfois, c'est ce qu'il y a de mieux et parfois, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, il faut savoir s'adapter. Et finalement, avec Pechet, on a un peu ce cas de figure-là, c'est-à-dire qu'il va traverser différents régimes, des époques particulièrement troublées, où on peut faire du commerce ou on ne peut pas en faire, ou finalement, quand il arrête la bibliothèque commerciale en 1806, c'est le blocus, hein, le blocus continental, mais déclaré par les Anglais puis déclaré par les Français. Et donc, il est dans un contexte économique et politique extrêmement, comment dire, divers, varié. Et c'est ça qui est étonnant, et moi qui m'intéresse, c'est qu'il a toujours la même approche des choses. Et donc c'est cette idée comme ça de l'économie politique et des questions maritimes qui traverse finalement, hein, depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la Restauration, qui perdure dans un contexte qui est, lui, extrêmement on va dire, agité et changeant. Hein, puisqu'on y trouve la guerre, on y trouve le blocus, on y trouve des périodes de paix assez réduites. Alors, pour évoquer donc ces questions, il faut dire que Pechet avait une attirance pour la statistique et l'économie, et il s'est beaucoup intéressé aussi à la police. Son dictionnaire donc est assez connu, sa bibliothèque commerciale aussi, elle intéressait les Anglais, d'ailleurs, a été traduite. Et puis, il a fait aussi un travail qui intéresse assez souvent les collègues contemporanistes, enfin les 19e-istes. C'est un essai d'une statistique générale de la France. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'informations, notamment sur les pêches, hein, qui est un domaine qu'il connaît bien, avec des statistiques assez précises, hein, dont je vous présenterai quelques exemples à travers donc, la pêche à la morue à Terre-Neuve. Alors, Pechet a des compétences, hein, il n'a pas trouvé véritablement son biographe. Il y a des historiens, nous pour l'époque moderne, Jean-Claude Perrault, hein, qui ont beaucoup travaillé à partir aussi de ces données. Tous ceux qui ont travaillé sur la statistique et l'histoire de la statistique le connaissent. Mais c'est quelqu'un qui a un itinéraire aussi intéressant parce qu'il est très lié au monde de l'édition et de la librairie. Il fréquentait Pankouk. Et justement, c'est intéressant aussi parce qu'il y a eu le grand projet de refonte de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert par l'encyclopédie méthodique dans les années 1780. Et donc, Pechet a participé aussi, hein, à cette élaboration de la méthodique, qui est une encyclopédie qui, elle, est extrêmement précise en matière de statistiques, de données, et très actuelle sur une situation, alors que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, par exemple, pour tout ce qui est maritime, est plutôt quand même assez obsolète. Hein. Elle présente la marine de Louis XIV notamment, et même d'un point de vue scientifique, n'est pas, comment dire, très au fait des avancées au moment où l'encyclopédie paraît. Donc, Pechet a beaucoup fréquenté ce milieu du libraire, imprimeur, qui était tout le cercle qu'il y a autour de Pankouk. Donc, il a beaucoup publié. Et c'est aussi pour ça que je voulais un petit peu attirer votre attention sur lui. Donc, avant d'en venir à ces publication et à l'évolution des idées, je veux quand même le présenter un tout petit peu rapidement. Il est un monarchiste constitutionnel, un révolutionnaire modéré, qui se méfie progressivement, de plus en plus, on va dire, du peuple, mais qui a
un souci, si je puis dire, c'est les préoccupations sociales, hein. Il est en avance un peu sur son temps. Au début de la Révolution, il est très favorable, puis petit à petit, on voit quand même que, bon, 93 étant passé, il a pris un peu ses distances, hein, par rapport à cet enthousiasme du début de la Révolution. Peuchet a beaucoup écrit. Il a écrit presque exclusivement sur des sujets politiques, géographiques, commerciaux, juridiques, administratifs. Si vous voyez aussi comment il se présente, vous voyez qu'il est aussi professeur allons là, c'est pas sur là où il se présente. Donc, il se présente comme un professeur de droit maritime, comme un expert, hein, d'une certaine façon, sur les questions aussi du commerce. Et c'est quelqu'un qui a quand on le suit, finalement, on n'est pas dépaysé, en tout cas pour le XVIIIe siècle, puisqu'il a fréquenté aussi l'abbé Raynal. Hein. Il a même fait une mise à jour de l'histoire politique des deux Indes. Et puis, il a travaillé aussi sur la question de la police, hein, des municipalités. Donc, c'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de domaines, si je puis dire, mais en fait, c'est surtout son dictionnaire universel de géographie commerçante et le vocabulaire aussi de géographie commerçante qu'il a publié en 1801, qui l'ont fait connaître. La question d'ailleurs que se posent les historiens, c'est en quoi ces ouvrages sont-ils la réalisation ou la continuation directe des projets du dictionnaire de commerce de l'abbé Morlet. Quand on le lit, on ne doute plus, hein, que ce soit effectivement les idées de Morlet qui sont passées. Et Peuchet, peut-être, n'a pas beaucoup apporté de sa touche personnelle, même si on compare ça aussi par rapport à l'encyclopédie méthodique, hein, sur la partie commerce. Alors, la plupart de ce qu'il a écrit sont accessibles sur la BNF Gallica ou Google Books, donc vous pourrez feuilleter abondamment ces dictionnaires. Moi, ce qui m'intéressait donc au départ, quand je réfléchissais un petit peu sur l'articulation politique maritime et économie politique, c'était donc de travailler sur l'histoire et sur la manière dont on présente les choses. Donc, très souvent, l'histoire des réussites commerciales des États retient l'attention, donne lieu à des analyses. Et chez Peuchet, on trouve ça. Hein, il fait souvent de l'histoire. D'ailleurs, il s'appuie sur l'histoire, en fait, dans ses démonstrations. Il y a évidemment beaucoup d'informations sur la stratégie navale de la France dans les fonds d'archives, même si on n'en a pas fait vraiment l'inventaire. Mais il n'y a pas de corpus de texte qui peut répondre, en fait, à la question de la politique globale maritime au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'ils prennent tout en compte, hein, à l'échelle d'un ministère de la mer. Et c'est vrai que quand on peut observer l'argumentation utilisée dans la production législative, hein, ça peut être instructif. Notamment, on peut comparer les périodes, hein, par exemple Colbert-Seignelay et le XVIIIe siècle, ou les décennies qui précèdent en tout cas la Révolution. On peut s'intéresser aussi à cette question de l'action globale, hein, en mer. Le système, on le sait, a été un peu pensé par Colbert et aussi ses prédécesseurs et ses successeurs. Le ministre de la Marine était membre du département des intendants du commerce. Il contrôlait quand même aussi tout le commerce extérieur maritime. Et les secteurs et les espaces commerciaux étaient quand même très bien délimités. Hein. Donc, si on regarde justement les almanachs royaux au XVIIIe siècle, hein, on voit bien quel est donc le périmètre assez large, hein, et les responsabilités qui incombent donc au ministre de la Marine. L'encyclopédie méthodique marine, que nous connaissons fort bien parce qu'elle est une mine, une richesse pour comprendre l'organisation des arsenaux, l'évolution des savoirs sur l'architecture navale et dans bien des domaines.
n'aborde pas pardon, la question justement d'économie politique. Hein. Elle est brillante dans son contenu, l'encyclopédie méthodique marine, mais elle n'apporte pas d'éléments sur le sujet de la politique maritime globale. Le discours préliminaire donne quelques éléments, mais ça n'est qu'une sorte d'apologie du perfectionnement de la navigation, qui est un terme très large. La navigation, au XVIIIe siècle, ça couvre énormément de choses en fait. Et là, dans le discours préliminaire de l'encyclopédie méthodique, on rappelle le rôle essentiel de la marine, avec un M majuscule, comme étant un objet considérable dans certains États. Donc, on peut aussi dégager un tableau un tableau à partir du discours et du système encyclopédique de marine, de l'encyclopédie méthodique, et on ne trouve pas tellement d'informations. On va trouver, si on fait une arborescence, il y aura les classes, les ordonnances, la constitution, la science de la marine, alors c'est la navigation, la manœuvre, la construction, mais la branche finalement... Constitution et régime de la marine, c'est surtout les ordonnances. Voilà, donc ça concerne la marine marchande. Donc c'est à travers la législation qu'on présente finalement donc le commerce. C'est vers la littérature économique qu'il faut se tourner en fait. Et elle a connu donc un essor remarquable à partir des années 1730-1740. Parmi les publications sur le commerce, il y a la refonte que vous voyez ici là, du dictionnaire de commerce de Savary, qui pour les historiens modernistes est une sorte de bible du commerce à l'époque moderne. Et donc l'abbé Morlet avait projeté de le mettre à jour, et donc il a publié un long prospectus, puisqu'il fait plus de 100 pages, sur justement ce projet de refonte du dictionnaire de Savary. Et donc là, il y avait l'ambition chez Morlet de définir les principaux objets dont on doit s'occuper relativement à la navigation maritime de chaque État politique. Donc là, le lien était bien fait. Et donc, il pouvait définir à travers, vous voyez, une certaine arborescence que moi j'ai figuré autrement. En tout cas, on peut voir ce qui est révélateur de ce qui est essentiel de la navigation. Et quand on regarde justement un petit peu la manière dont il présente les choses, on s'aperçoit que ce sont surtout les outils. La jurisprudence maritime inclut là, alors, l'histoire, les droits et les fonctions des tribunaux qui décident des affaires maritimes, tout ce qui est relatif donc, aux affaires contentieuses maritimes, les armements, les avaries, les contrats. Et puis, Morlet avait aussi prévu un chapitre sur le produit de la pêche. Et là, c'est très intéressant parce que ce qu'il écrit, moi je le retrouvais chez Peuchet, avec quand même une réflexion à propos de ce qu'est la pêche. C'est pour rebondir sur ce que disait donc Romain tout à l'heure. On peut lire que la pêche est une récolte faite, je cite, dans les eaux d'un produit renaissant donné et en même temps limité par la nature, sans que l'homme aide à sa reproduction et à son accroissement. Il y a une définition intéressante, il y a le concept de produit renaissant auquel l'homme ne contribue pas, qui diffère par conséquent, pour Morlet, de l'agriculture ou de l'exploitation des mines. Alors, il y avait aussi l'absence de référence à la projection de puissance sur mer pour défendre les intérêts nationaux du commerce. Et donc, ce que j'avais écrit à ce moment-là, c'est que si la science du commerce s'affirme, si les esprits, et s'il y a un lectorat aussi pour l'économie politique, un lectorat plus large, si on a cette science du commerce et l'étude de l'économie politique, on voit quand même à travers cette littérature que les ports, la navigation, la législation ne sont que des outils en fait, du circuit économique.
Et regarder ce qu'écrit Peuchet, c'est d'abord aller vérifier un peu ses sources, se plonger finalement dans les statistiques qu'il peut proposer. Alors, tu parlais des huîtres, Romain, ben voilà, dans la statistique élémentaire de la France, là, il y a les produits de la pêche maritime. Alors, c'est intéressant parce que on voit qu'il y a de la donnée quantitative, hein, et puis là, il y a une espèce aussi d'histoire, en fait, un petit peu à chaque fois, hein, des types de pêche. Et tout ça n'est que, je dirais, l'accumulation de connaissances qui déjà avait marqué, je pense, une bonne étape dans les années 1780. Peuchet met à jour, en quelque sorte, ces données. Hein. Et donc, moi, je voulais surtout vous parler de la bibliothèque commerciale, parce que je vois que le temps passe et j'ai plus beaucoup de temps pour expliquer les choses. Mais en tout cas, il faut que je remonte, oui, mon diaporama. Cette bibliothèque commerciale, elle a un intérêt parce que elle va présenter en fait des domaines qui, je dirais, traversent le temps, des problématiques en tout cas qui traversent le temps. Dans cette bibliothèque commerciale, si on prend le premier volume qui paraît en 1802, au total il y en aura 13, qu'est-ce qui intéresse Peuchet dans la question donc de l'économie maritime? Quelles sont les choses sur lesquelles il va proposer à la fois une histoire, une analyse et des solutions, mais qui ne sont pas neuves. C'est déjà des choses qui ont été éprouvées par le passé, donc il a tendance à appliquer finalement, proposer des solutions, hein, mais pas d'innover en quelque sorte. Alors, les trois thèmes qui l'intéressent, c'est le commerce et les tribunaux maritimes. On comprend pourquoi, puisque effectivement la Révolution, en supprimant les amirautés, a posé la question hein, bon, du jugement hein, des affaires et de l'existence donc de ces tribunaux maritimes. Deuxième thème sur lequel il est intarissable et qu'il aime bien traiter, c'est la franchise des ports. Alors, dans la bibliothèque commerciale, on retrouve un long mémoire sur la franchise du port de Bayonne, où c'est carrément un mémoire historique. Et puis, il a même écrit un ouvrage pour plaider en faveur de la franchise du port de Marseille. Puis, un dernier thème aussi qu'il aime bien, parce que comme il est professeur de droit maritime, c'est la question du commerce des neutres. Il s'est intéressé aussi à écrire la suite de l'histoire philosophique et des deux Indes là, de l'abbé Raynal. Donc il a fait aussi un état des colonies et du commerce des Européens, même de l'Afrique. Hein. Donc c'est plutôt quelqu'un qui fait la mise à jour en quelque sorte hein, des connaissances, mais qui part avec les mêmes problématiques, les mêmes solutions, les mêmes observations, les mêmes idées que celles qu'on avait déjà dans les années 1770. Donc, voilà rapidement quelques images extraites de la bibliothèque commerciale. Vous voyez, là c'est la table des matières, mémoire de la régie contre la franchise de Bayonne, réponse du commerce, et ça me fait penser aux mémoires qu'il y a dans l'inspection Chardon pour l'amirauté de Bayonne, qui est un des procès-verbaux les plus longs, parce que justement, on a rajouté un énorme mémoire sur cette question de la franchise portuaire. Et on discute encore, justement au moment de la paix d'Amiens, sur la question de l'utilité des ports francs hein, et de la nécessité de les rétablir. Alors à chaque fois, vous voyez, il y a un rappel un petit peu de l'histoire. D'ailleurs, Peuchet adorait faire de l'histoire, mais comme souvent, il a une approche, on dirait, aujourd'hui, nous, interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a de la statistique, il y a de l'histoire, il y a de la géographie. En fait, il essaye, comme on fait d'ailleurs progresser les connaissances à cette époque, hein, d'assembler un maximum d'approches, je dirais, pour produire quelque chose qui, dans l'ensemble, tient plutôt la route. Alors, pour finir, je voudrais évoquer la question de la pêche.
dans la bibliothèque commerciale, il y a, outre la question de la franchise des ports, qui le préoccupe beaucoup, mais qui n'apporte rien de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà avant la Révolution sur ces questions, il y a la question de la pêche, et de la pêche à la morue. Et ce qui, moi, m'a beaucoup plu finalement dans ce que j'ai lu, c'est sa volonté d'évaluer le produit de la pêche. Et il commence en 1773, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va montrer une évolution du produit de la pêche. Et pourquoi il s'intéresse à l'histoire de la pêche à la morue? Parce que en 1802, comme on peut retourner finalement à Terre-Neuve, la paix revenue, on va utiliser, je dirais, les vieilles recettes de l'Ancien Régime, c'est-à-dire les primes d'encouragement aux armateurs pour aller à la pêche. Et donc, il a justifié en quelque sorte ces primes d'encouragement en faisant la démonstration qu'elles avaient été utiles par le passé. C'est toujours donc la référence à l'histoire pour dire, au fond, cette politique-là qui est suivie, elle est bonne parce que par le passé, ça a donné de bons résultats. Donc, nous sommes avec des chiffres de 1773. On trouvera le nombre d'habitants à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, je dis à 604 habitants, comme d'après les chiffres de Raynal, le nombre de matelots aussi, et puis des données sur le nombre de quintaux de morues, de barriques d'huile, le nombre de navires aussi, et puis les distinctions qu'on fait, vous savez, entre le French Shore, le Grand Banc, la pêche, la morue séchée, la morue verte. Et ensuite, on a des chiffres de la pêche française de 1785. Alors, évalué en francs, donc équivalent, on va dire, livre tournoi, donc Peuchet dit, en 1785, le montant est estimé à 12 millions de livres, ce qui n'est pas rien, on le sait, et il donne les chiffres aussi pour 1789, en faisant la distinction entre la pêche sédentaire, celle des Dunkerquois, là, pour l'Islande. Et il va expliquer donc les dispositions et les formes d'encouragement pour cette pêche à la morue et donner des chiffres qui sont intéressants parce que là, on voit bien finalement le lien qu'il fait entre le tonnage, le nombre de bateaux, le nombre d'hommes mobilisés et finalement le produit en argent et la masse, en quelque sorte, pêchée. Alors, si on prend les chiffres donc, de 1789, Peuchet dit c'est 10 995 matelots donc, dans cette activité pour en gros 57 tonnes de poissons. Donc c'est des choses qui sont intéressantes à souligner. Il a donné des chiffres aussi donc pour d'autres pêches, mais là, sur Terre-Neuve, c'est vraiment intéressant. Et donc, on peut avoir comme ça la justification de la politique d'encouragement pour la pêche à Terre-Neuve. Et c'est là-dessus surtout que je voulais insister, c'est que la reprise donc, de l'activité à partir de 1802 suppose qu'on organise cette pêche sur place. Et par rapport à ce que Romain évoquait sur la norme, moi j'avais bien lu les textes, comme tous ceux qui s'intéressent à la politique maritime au XVIIIe siècle, d'encouragement pour donc les fameuses primes aux armateurs, et puis donc toute la politique qui avait été mise en place à ce moment-là pour effectivement des résultats assez exceptionnels quand on voit les chiffres de 1789. Et Peuchet donne le montant des primes qui ont été accordées donc à ce moment-là, et il dit pour les expéditions donc à partir des ports de France, ça a coûté en gros 400 000 livres. Les primes, et puis pour les colonies, c'est à peu près aussi 400 000 livres. Donc on est à moins d'1 million de livres pour un produit qui est estimé à plus de 15 millions d'euros. La démonstration est faite comme quoi les primes d'encouragement à l'activité, ça marche, et c'est essentiel. L'autre aspect qui est intéressant, et c'est pour ça que je rejoins aussi Romain, c'est qu'il fallait renvoyer tout le monde à Terre-Neuve.
Alors, vous savez, il y a toujours les problèmes de celui qui arrive le premier, qui s'installe. Enfin bon, ça, c'est des choses qui sont connues. Ce qui est intéressant là, dans la réglementation de 1803, c'est comment, en fait, on va répartir les concessions et toute la procédure qui est utilisée, notamment avec le tirage au sort. Hein, et le contrôle qui est fait par la marine, hein, et la réactivation des stations navales, hein, enfin de la station navale en tout cas, pour surveiller que, et pour authentifier le texte donc, finalement de la concession, hein, qui est accordée donc, pour 3 ans, et pour que chacun puisse avoir son document officiel, c'est-à-dire un bulletin de mise en possession. C'est extrêmement intéressant à observer, cette pratique donc, du tirage au sort, parce qu'en fait, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour régler le contentieux qu'il peut y avoir entre, si le texte de loi dit, on n'arrive pas à faire en sorte que bon, bah, les armateurs s'entendent entre eux. Hein. Donc pour départager, hein, et donc il y a toute une carte et toute une cartographie en fait qui est faite, et le stationnaire de la marine, il a ça. Hein, et donc il va vérifier effectivement que les Anglais ne viennent pas les embêter, mais il va surtout vérifier qu'il n'y a pas donc de difficultés entre tous ceux qui sont sur les concessions. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'idée de la publicité, de la répartition, c'est 3 ans. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, il y a des zones qui sont meilleures que d'autres, donc bon, il y a tout un savoir là aussi hein, qui doit être pris en considération. Alors effectivement, ça va pas marcher, ça va marcher. Hein. Ça va aussi s'arrêter puisque bah, avec donc la guerre qui reprend, les choses sont plus difficiles. Mais en tout cas, à travers l'œuvre de Peuchet et à travers donc, ces éléments divers et variés, on voit quand même que là, l'économie politique, sans doute parce qu'il a cette sensibilité aussi héritée, je dirais, de l'Ancien Régime, et s'appuie sur la statistique, s'appuie sur l'histoire, c'est-à-dire que la démonstration de la valeur d'une politique, enfin, ou d'une mesure économique, elle est mise en avant par des faits historiques éprouvés. Sauf que on n'est jamais dans le même contexte. Et c'est là où effectivement on peut discuter au fond, hein, lui, de la vision et de l'opinion qu'il a des politiques passées. Mais en tout cas, la démonstration pour Terre-Neuve, hein, pour l'encouragement à la pêche finalement, est assez remarquable. J'ajoute pour terminer qu'en 1815, donc plutôt 1816, il y a une nouvelle ordonnance où on retrouve encore le système des primes à l'armement, hein, que donc les pêcheries sédentaires sont réactivées à Terre-Neuve et que en janvier 1821, là aussi, hein, il y a un nouveau règlement sur la police de la pêche à la morue et que la division navale est à nouveau remise en fonction. Donc en fait, tout ce qui a été mis en place, si je puis dire, pas seulement dans les années 70, mais déjà un peu plus loin, mais disons que la station navale de Terre-Neuve, elle est vraiment formalisée, surtout après la guerre de 7 ans. Eh bien, c'est des choses, c'est des mesures comme ça qui durent. Et la littérature économique, au fond, et l'économie politique sert aussi hein, à justifier donc, ces actions. Et l'histoire, de ce point de vue-là, est mobilisée hein, pour la démonstration.